Donc, depuis sa fondation en 1966, la FEANS milite pour l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes et pour l'amélioration des conditions de vie des femmes. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rappeler que malgré les progrès réalisés en faveur de l'égalité et des droits des femmes, le poids du travail invisible ainsi que de la charge mentale liée au bien-être de la famille demeure majoritairement assumé par les femmes et sa valeur n'est pas reconnue à juste titre. La Journée nationale du travail invisible aura lieu ce mardi 1er avril et il s'agit d'un dossier porté par la FEANS depuis de nombreuses années. Pour nous éclairer sur le sujet, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Mme Emma Safar, qui est coordonnatrice de projet pour la Coalition nationale pour l'équité du travail invisible, liée au palier provincial de la FEANS. Jean-François Desmarais, membre de la FEANS de la Chute, va être notre animateur pour ce café rencontre. Alors, Jean-François, sans plus tarder, je te passe la parole. Bien, merci. Alors, bienvenue à toutes. Et je suis le seul homme, mais c'est ça, c'est à toutes. Ça me fait plaisir de vous rencontrer et de pouvoir discuter. Je suis content aussi qu'Emma ait accepté l'invitation pour en parler. Je vais faire une mise à jour de ce qui se passe dans le dossier du travail invisible. Alors, sans plus tarder, je vais faire une petite présentation de un petit bref historique. Là. Je ne commencerai pas à faire trop long. Là. Je vous, je vous garantis que ça ne sera pas trop long. On va faire ça le plus vite possible. Est-ce que tout le monde voit ma présentation? Oui. Oui, c'est bon. Excellent. Alors, ici, on va parler bien sûr du travail invisible, qui est un travail non rémunéré dit invisible. Ah, c'est la même chose. Les termes veulent dire la même chose. C'est juste différentes façons de la présenter. On fait un petit bref historique. Depuis 1966, la FEAS existe, mais dès 1968, lors de la Commission royale d'enquête sur la situation des femmes au Canada, qui fut communément appelée la Commission Byrd, du nom de Mme Florence Byrd, la première femme à présider une commission royale au Canada. Les recommandations sont basées sur 167, il y en a eu 167, dont la parité salariale, l'instauration d'un régime de congé de maternité, la création d'un service de garde à l'échelle du pays, toujours pas fait, contrôle des naissances et droit à l'avortement, la réforme du droit de la famille, de l'éducation, de l'accès des femmes aux postes de direction, dans le travail à temps partiel et les pensions alimentaires. Il y avait aussi un dossier important, un volet sur les problèmes spécifiques auxquels les femmes autochtones, via la loi sur les Indiens aussi, qui était dans les 167 recommandations. Ces recommandations-là étaient sur le principe essentiel qui veut que l'égalité femmes-hommes soit possible, souhaitable et nécessaire sur le plan éthique. Pour connaître, en 1974, la FEAS initie une recherche sur le statut légal et financier des femmes qui travaillent dans une entreprise à but lucratif. Souvent, on appelait ça, on appelle ça encore aujourd'hui, les entreprises familiales. Cette recherche va mettre en lumière l'injustice que les femmes subissent en cumulant un double travail, soit dans l'entreprise et comme mère de famille et ménagère à la maison, sans même recevoir une reconnaissance et encore moins un salaire. En 1980, le Parti québécois va adopter une loi pour que les femmes qui travaillent dans l'entreprise familiale puissent toucher un salaire et d'autres avantages sociaux, incluant pouvant faire des cotisations à la Régie des rentes du Québec, donc pour leur pension. Il y a en 1900, pardon, un petit peu plus tard, il y a eu la révision du droit de la famille. Les membres de la FEAS vont réussir à changer la définition et les conséquences juridiques de ce qu'on appelait l'autorité paternelle et de le remplacer par l'autorité parentale. La femme va enfin avoir les accès, les mêmes droits que le père concernant les enfants et la famille en général. Fait que là, on n'est plus supposé d'entendre parler que le père est le chef de famille, ce qu'on entendait souvent dans le passé. Ça s'est fait en 1977. Ça fait pas si longtemps que ça. Parlons brièvement des conférences internationales qu'il y a eu. Il y a eu plusieurs membres de la FEAS qui ont été présentes.
Ici, on a Mexico en 1975, c'est Mme Azilda Marchand qui était présente. À Copenhague en 1980, Micheline Villemur. À Nairobi en 1985, Mme Paquette, Lise Paquette. Et à Beijing, ainsi qu'à New York, 1995-2000, c'est Mme Jacqueline Nadeau-Martin qui était présente. Droit économique. Ici, on a un mémoire qui a été déposé en 1988 par la FEAS sur l'étude de la loi, qui est la loi 146 sur les droits économiques entre les époux. Le projet va prévoir le patrimoine familial applicable aux deux époux. La loi sera adoptée en 1989 par la ministre Monique Gagnon-Tremblay, qui était la ministre déléguée à la condition féminine. Ce sera un pas vers la reconnaissance du travail à la maison des femmes dans le foyer familial. L'accès au crédit. Les membres peuvent avoir une carte de crédit pour les travailleuses au foyer en 1991. Ce fut une carte Visa Desjardins AFEAS. Tous les membres avaient la possibilité d'en avoir. Le recensement. Les femmes de l'AFEAS entre 92 et 93 vont faire des présentations auprès de Statistique Canada pour inclure une question sur le travail non rémunéré, travail invisible. Elle sera ajoutée pour le recensement en 1996. Ce fut la question numéro 30. Le gouvernement Harper va malheureusement éliminer le recensement long et détaillé en 2010 et va le mettre juste facultatif. Prestations pour les aînés. En 1998, une opération carte postale. Je suis certain qu'il y en a plusieurs d'entre vous se souviennent de ça. Il y a eu 52 000 cartes furent acheminées à Ottawa. Cette opération va aider à sauvegarder le principe de revenus individuels dans le calcul des prestations aux aînés. Ce fut un gain pour les femmes pour qu'elles ne peuvent pas perdre les prestations et les programmes auxquels elles ont le droit d'avoir en raison de leur manque de ressources financières. Ce geste fut assez fort pour que le gouvernement de Jean Chrétien recule. Bravo aux membres de la FEAS du temps. C'est une victoire. Pardon. Les femmes ont réussi au fil des combats depuis plusieurs décennies d'avoir la possibilité d'intégrer les hautes études universitaires et de rentrer dans toutes les sphères du monde du travail. Il n'en reste pas moins que le partage aux tâches familiales et ménagères demeure dans la charge mentale et physique des femmes pour les familles au Québec et ailleurs dans le monde. Le patriarcat est un biais difficile à déconstruire partout dans le monde. La société fonctionne parce qu'il y a du travail invisible, en partie parce qu'il y a du travail invisible, ou le travail dit non rémunéré dit invisible. Le travail invisible est dans le PIB, un outil qui est oublié, est invisible dans le PIB, parce que le PIB, c'est une manière de calculer la production économique de chaque pays. Il est censé calculer tous les biens et services produits, mais cela n'est pas le cas dans ce qu'on parle du travail invisible. Ce travail qui est effectué par une grande majorité des femmes encore au 21e siècle au Canada demeure invisible dans ce fameux calcul. Alors, ça va me faire plaisir maintenant de vous présenter Mme Emma. Je vais juste stopper mon... Et voilà. De présenter Mme Emma Safar, qui va vous faire une belle présentation. Dans ces présentations, je vais tout de suite lui poser une ou deux questions. Est-ce qu'on pourrait spécifier, pour ce qui est certains membres, nouvelles membres, qui sont avec nous ici ce matin, qu'est-ce que c'est le travail invisible? Et qu'est-ce que vous en faites à la coalition, parce que vous travaillez au sein de la coalition en tant que membre de la FEAS? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trame présentement dans les derniers mois? D'abord, merci beaucoup Jean-François, merci beaucoup Lynn de m'avoir invitée. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de très très beaux projets. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir la définition. Donc, la définition que je vais vous donner, c'est la définition de travail invisible. Donc, comme l'a dit Jean-François, on va utiliser et travail invisible et travail non rémunéré. La FEAS privilégie l'utilisation du terme de travail invisible, puisque c'est le terme que la FEAS a développé. Mais le terme de travail non rémunéré apparaît souvent dans les textes internationaux, dans les Nations Unies. Donc, c'est pour ça que
la FEAS va utiliser travail non rémunéré dit invisible dans ses communications lorsqu'on parle avec le gouvernement. Emma, Oui. on ne voit pas ta présentation. Si tu... Ah, étonnant. Est-ce que vous le voyez là? Ça s'en vient. Ah, on le voit. Parfait. Vas-y, Donc, désolé. non, il n'y a aucun souci, merci de m'avoir prévenu. Donc, en fait, ce qu'on va considérer comme le travail invisible, c'est toutes les activités qui sont véritablement essentielles, qui sont un pilier pour la construction et le bien-être de notre société. Donc, dedans, on va inclure le soin aux enfants, donc le soin du foyer, l'approche aidance, le bénévolat, que vous faites toutes depuis tant d'années, et aussi les stages obligatoires non rémunérés. Donc, toutes ces activités-là sont des activités qui ont une production économique, qui sont un atout essentiel pour une construction d'une société, mais à aucun moment elles ne sont reconnues dans l'économie formelle. Et souvent, malheureusement, elles ne sont pas non plus reconnues par le gouvernement. Donc, à cette définition-là, on peut évidemment rajouter des situations très spécifiques. Il va y avoir ensuite, par exemple, la situation des agricultrices, qui va prendre d'autres aspects, la situation des femmes autochtones qui peut prendre d'autres aspects. Mais cette définition-là, c'est vraiment la base pour comprendre ce qu'est le travail invisible. Jean-François a très gentiment fait un tour d'horizon déjà du travail invisible et de la FEAS. Je vais simplement prendre la suite avec, pour continuer jusqu'au 3 avril 2001, qui marque la création de la journée du travail invisible, journée créée par la FEAS qui a créé la campagne sous le thème du travail invisible, ça compte. Je vois notamment certains des images des participantes avec l'arrière le travail invisible, ça compte. Donc c'est ce slogan-là qu'on continue d'utiliser aujourd'hui. Et en 2025, le premier mardi d'avril, ça sera notre 25e édition de la Journée du travail invisible. Et on continue de faire la demande auprès du Québec et du Canada pour avoir une reconnaissance officielle de cette journée-là. Donc, je parle de reconnaissance officielle parce qu'en 2010, la députée du Bloc québécois Nicole Demers avait déposé une motion demandant la reconnaissance du travail non rémunéré et la création d'une journée du travail invisible le 1er avril. Cette motion a été adoptée à l'unanimité, mais malheureusement, elle n'a jamais été appliquée par le gouvernement Harper. Donc, c'est une demande qu'on continue de faire, que la FEAS continue de faire au niveau provincial et au niveau fédéral pour que cette journée soit enfin adoptée. Après, il y a eu beaucoup de mémoires qui ont été déposées par la FEAS auprès du gouvernement, auprès d'autres instances. Donc, par exemple, en 2017, vous avez un mémoire sur la sécurité économique des femmes au Canada. 2020, sur l'impact du travail non rémunéré sur les femmes pendant la pandémie. La pandémie a permis de véritablement mettre en lumière le travail non rémunéré des femmes, la charge mentale des femmes. Donc c'est pour ça qu'il y a eu véritablement un regain d'intérêt de la part du gouvernement et de la part de d'autres groupes sur la cause du travail invisible. En 2021, on va aussi avoir reconnaître le travail non rémunéré, l'évaluer, l'inclure au PIB canadien. Donc, comme tu le mentionnais, Jean-François, c'est un combat que nous avons toujours. Donc, tous ces mémoires-là, vous allez pouvoir les retrouver sur le site de la FEAS, dans la publication. Et après ça, en 2020-2023, il y a eu, je pense que certains d'entre vous sont déjà au courant de ça, mais il y a eu la création du comité interassociation pour la valorisation du travail invisible. Donc ce comité-là, c'est un projet triennal qui avait été financé par le secrétariat à la condition féminine. Donc ce comité visait à mettre en place une coalition québécoise pour la valorisation du travail invisible. Dans le cadre de ce comité, un manifeste a été créé. Ce manifeste a réuni plus de 2000 signatures individuelles et a reçu l'appui de 150 organismes québécois. Donc ce manifeste est aujourd'hui donc fermé et a été déposé par la FEAS en mars 2024 auprès du gouvernement. Donc nous attendons d'avoir des retours. Nous sommes toujours en relation avec le secrétariat
Et ce manifeste, si vous voulez voir ce qui a été déposé, ce manifeste est toujours disponible sur le site de travailinvisible.ca. Vous avez d'ailleurs sur ce site tous les outils qui ont été développés par le comité, les membres qui faisaient partie de ce comité. C'est un site qui est véritablement plein d'outils. Et j'en profite pour signaler que ce site est en train de se refaire une beauté. Et une nouvelle version va sortir dans le courant du mois d'avril, où il va réunir encore plus de contenu et il va continuer d'être alimenté avec le tout nouveau projet de la FEAS dont je vais vous parler maintenant, qui est le projet de la Coalition nationale pour l'équité du travail invisible au Canada. Donc, la FEAS, qui est porteuse de ce projet, a reçu un financement de la part du ministère Femmes et Égalité des Genres Canada pour créer entre 2024 et 2027 une coalition nationale pour l'équité du travail invisible. Et cette fois, ce n'est plus une coalition québécoise, mais une coalition pan-canadienne. Donc actuellement, nous réunissons déjà des membres du Yukon avec Les Essentiels, qui est un groupe de femmes francophones qui est en situation minoritaire dans le Yukon. Nous avons le Conseil économique des femmes, qui est basé en Colombie-Britannique. Nous avons les agricultrices du Québec qui continuent de nous suivre, qui étaient déjà membres du comité et qui continuent de nous suivre. Et nous sommes en discussion avec d'autres organismes en Ontario et en Colombie-Britannique pour continuer de nous rejoindre dans ce beau projet. Donc le but de cette coalition, c'est véritablement de continuer à porter les valeurs du comité, de continuer à lutter pour la valorisation et la reconnaissance du travail invisible, mais cette fois sur une échelle nationale, puisque le travail de la FEAS depuis 1968 a été reconnu par le gouvernement. La FEAS a une véritable expertise sur le sujet. Nous sommes le seul organisme à travailler depuis aussi longtemps sur cette question-là. Et c'est pour ça que c'est la FEAS qui est porteuse de ce projet-là. Et on travaille en fait sur plusieurs paliers. Il y a tout d'abord un palier de sensibilisation du public, puisque en dehors du Québec, peu de gens connaissent le travail invisible, peu de gens savent ce qu'est le travail invisible, comment le définir. Donc il y a des activités qui sont organisées soit par la FEAS, mais aussi par d'autres organismes qui est dans leur province pour sensibiliser le public, sensibiliser leurs membres, les organisations avec lesquelles ils travaillent. Après, nous travaillons aussi avec les gouvernements provinciaux et territoriaux. Donc, nous travaillons avec le Québec, mais c'est pour ça aussi que nous avons des membres qui sont sur d'autres provinces pour qu'ils puissent travailler avec leur gouvernement et qu'ils puissent aussi refléter au mieux leur réalité, être capable de parler de leur réalité, être capable de nous expliquer leur réalité pour pouvoir mettre un projet et être capable de dire que la valorisation du travail invisible au Canada doit être capable de s'adapter aux réalités territoriales et provinciales de chacun. Et ensuite, nous travaillons aussi avec le gouvernement fédéral pour pouvoir s'adapter aux compétences, quand ce sont des compétences fédérales ou provinciales ou partagées. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille véritablement sur plusieurs paliers. Dans le cadre de ce projet, nous avons aussi une autre ambition qui, jusqu'à là, nous n'avons pas fait, c'est d'être capable de travailler avec le secteur privé. Je sens, Jean-François, que ça te fait rire, Oui. mais c'est effectivement un secteur qui peut être difficile à atteindre, mais qui est un secteur essentiel à toucher pour pouvoir réellement commencer à avoir des discussions intéressantes qui puissent aboutir à quelque chose. Donc avec ce secteur-là, nous discutons notamment des réalités de leurs employés, souvent employés et eux plutôt que masculins malheureusement. Notre but, c'est de pouvoir aussi discuter de ce qui pourrait être mis en place, des besoins des employés. Donc pour l'instant, nous avons beaucoup discuté avec des entrepreneurs qui, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient lors de l'atelier avec Chama Rosidor. Oui, Oui, je vois plusieurs. Ouais, Diane. Mais Chama, donc, comme elle vous l'a expliqué, 4 enfants, qui a co-créé sa marque. Et donc, forcément, le travail invisible, pour elle, c'est plus qu'une réalité, c'est véritablement une façon de vivre. Donc voilà, notre but, c'est de pouvoir entamer toutes ces discussions-là pour pouvoir voir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui est nécessaire et pour pouvoir après faire ces ponts-là. Dans le cadre du projet,
le 20 mars dernier, nous avons la coalition et la FEAS ont organisé un événement qui s'est intitulé Faire de l'invisible une priorité, réimaginer le travail au Canada. Donc cette rencontre-là s'est tenue à Ottawa et a réuni donc tous les secteurs. Nous avions politiciens avec Andréane Larouche du Bloc québécois qui a fait notre discours d'ouverture et qui porte le travail invisible, le sujet du travail invisible au Parlement très régulièrement. Nous avions aussi beaucoup d'organisations québécoises et canadiennes, dont beaucoup d'organisations qui ne connaissaient pas la FEAS ni le travail invisible. Et nous avions aussi des membres du secteur privé qui étaient là aussi pour découvrir ce qu'était ce travail invisible. Donc la journée a vraiment été une journée de sensibilisation de ce public-là, qui était un public qui était là par curiosité, et qui voulait véritablement pouvoir avoir ces codes-là, mais qui ne les avait pas encore. Donc ça a été une journée de sensibilisation, une discussion qui a été centrée autour de 4 panels. C'était des panels autour, tout d'abord un panel pour retracer les 60 ans de travail de la FEAS sur le travail invisible, puis un panel pour mesurer et quantifier le travail invisible dans le PIB. Et ensuite, nous avons eu un panel plus spécifiquement axé sur les femmes immigrantes et les réalités culturelles pour les femmes racisées immigrantes. Et finalement, une discussion entre le privé, le politique et les organisations sur comment est-ce qu'on peut avoir un dialogue et un travail concerté entre ces trois secteurs-là. Donc les discussions, toutes ces discussions-là ont été enregistrées et des vidéos et des contenus vont sortir petit à petit et vont être disponibles pour les membres pour que tout le monde puisse découvrir les discussions qui ont eu lieu. Mais c'est vrai que nous avons eu beaucoup de retours de la part d'organisations qui ne nous connaissaient pas, qui ont demandé à pouvoir travailler avec la FEAS par la suite, qui nous ont dit, même des membres du secteur privé, qui nous ont dit qu'ils avaient au niveau professionnel énormément appris sur l'importance du travail invisible. Donc on a des discussions qui commencent à se mettre en place et qui sont particulièrement intéressantes. Est-ce que c'est des grandes ou des moyennes entreprises, des petites? C'est quel genre d'entreprise à peu près vous aviez vu? Pour l'instant, ce qu'on a eu, ça a été en fait beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de réseaux. Donc notamment, nous avions un réseau qui s'appelle le Ottawa. C'est le mouvement des femmes en investissement et en échange, donc ce qui va regrouper des femmes de beaucoup d'instances. Donc, par exemple, nous avions une représentante de Banque du Canada. Il va y avoir beaucoup de représentantes de banques ou de secteurs d'investissement canadiens. Nous avions eu, donc ça va plutôt être ça. Ça va être en fait des personnes qui sont déjà présentes dans d'autres coalitions ou dans d'autres organismes comme ça qui regroupent plusieurs femmes. Donc c'est pour ça que notre but, c'est de pouvoir toucher aussi ces regroupements-là qui ont des carnets d'adresses et qui travaillent avec énormément d'entreprises pour petit à petit pouvoir diffuser. Donc cet organisme-là qui s'appelle O8, j'ai malheureusement pas le nom exact en français en tête, mais cet organisme-là nous a déjà dit que leur prochaine infolettre, qui allait être distribuée à tous leurs membres, allait être axée sur le travail invisible. Donc voilà, donc c'est les discussions que nous avons commencé à amorcer. Nous avons présenté la coalition. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les membres de la coalition, pour l'instant, nous sommes 4. Et nous avons des membres qui vont nous rejoindre à partir du mois d'avril. Donc toutes les annonces seront faites de toute façon dans l'infolettre. Donc petit à petit, vous allez voir les nouveaux noms apparaître et la coalition grandir. Puisque le but de cette coalition, c'est de pouvoir travailler aussi sur la question de la reconnaissance au niveau du PIB. Donc Jean-François, tu as mentionné tout à l'heure le fait qu'il y avait eu des premières questions qui avaient été évoquées pour pouvoir comptabiliser. Donc notre but, c'est de pouvoir travailler avec Statistique Canada et avec le gouvernement pour pouvoir demander que tous les 5 ans, le travail invisible soit mentionné dans le PIB canadien, pour pouvoir le quantifier. Qui est un chiffre que j'aime bien donner, qui est un chiffre une étude qui avait été menée par Statistique Canada en 2019, qui avait essayé de comptabiliser si on devait inclure uniquement le travail ménager, donc
pas la totalité du travail invisible, mais uniquement la part de travail au foyer, dans le PIB canadien, qu'est-ce que ça représenterait? Eh bien, Statistique Canada a estimé que ça serait entre 25 et 37% du PIB canadien. Wow, c'est beaucoup ça. C'est un apport gigantesque qu'on a malheureusement toujours tendance à minimiser, et cet apport-là serait encore plus grand si on incluait dedans les stages non rémunérés, l'approche aidance. Donc, cet apport-là peut être encore plus grand. Donc, c'est pour ça que notre but, c'est de vraiment pouvoir travailler avec Statistique Canada pour que ce chiffre-là soit mentionné tous les 5 ans, qu'on l'inclue, que le public soit au courant que c'est ça l'apport de toutes ces femmes et de ces hommes quotidiennement dans le PIB, dans l'économie canadienne. Un autre but aussi, c'est être capable de mettre en place des mesures d'aide, que ça soit l'accès à la garderie, que ça soit des crédits d'impôt, que ça soit un soutien au niveau de la retraite, au niveau des pensions. Donc, ces mesures-là sont encore en train d'être étudiées, d'être discutées avec les autres provinces, puisqu'évidemment, il va y avoir des différences provinciales et territoriales qu'il faut prendre en compte. Donc ça va être un travail qui va être assez long, qui a besoin d'être très détaillé, d'être véritablement étudié. Mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Jean-François, tu mentionnais tout à l'heure, excuse-moi, je t'interpelle toutes les 2 minutes, mais tu Ça va. mentionnais tout à l'heure la garderie, les plans de garderie nationale. Le Canada a mis en place très récemment une loi pour inspirer du système québécois Exact. pour avoir des garderies accessibles au niveau financier partout au Canada. Donc c'est un projet, le système québécois a bien évidemment fait ses preuves depuis 25 ans et a permis à beaucoup de femmes d'accéder au marché du travail. Mais après avoir discuté notamment avec les agricultrices du Québec, il y a encore des failles dans ce système-là. Par exemple, le fait qu'il y ait un manque de place en milieu rural. Donc les agricultrices qui sont en général toujours en milieu rural, qui ont des horaires de travail très particuliers, en fait ne peuvent pas bénéficier de ces programmes-là. Donc c'est pour ça que notre but aussi, c'est de voir qu'est-ce qui existe déjà dans nos provinces et dans nos territoires, l'impact que ces programmes-là ont, et est-ce qu'il y a des œillères que nous avons, est-ce qu'il y a un manque à ce niveau-là. Donc ça, c'est l'autre dimension. Donc voilà, donc ça c'est pour ça qu'il y a véritablement un travail sur 3 piliers, donc au niveau du public, au niveau des instances provinciales et au niveau des instances fédérales. L'autre élément dont je voulais vous parler, donc comme vous l'avez vu, la FEAS a été très souvent présente dans les conférences des Nations Unies, mais la FEAS l'a été aussi très récemment, puisqu'en octobre 2024, la FEAS provinciale s'est déplacée à Genève aux Nations Unies. Donc, c'était dans le cadre du 10e rapport périodique du Canada face au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui connaissent ce comité-là et qui connaissent un peu ce fonctionnement. Mais J'ai entendu parler, mais je ne connais pas oui, son fonctionnement, par exemple. c'est normal puisque malheureusement, on entend peu parler de ces fonctionnements-là. Donc, pour résumer de façon très simple, c'est quand le Canada ratifie un traité des Nations Unies, il y a un organe, il y a un comité de chaque traité, donc dans ce cas-là, pour le traité lié à l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, qui est formé au niveau des Nations Unies. Et en fait, ce comité a pour but, ça varie, il n'y a pas de période précise, mais ça peut être tous les 3, 4, 5 ans, de demander aux États qui ont ratifié le traité de déposer un rapport en disant l'état des droits spécifiques dans le pays. Donc, dans ce cas-là, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes a demandé au Canada de déposer son 10e rapport périodique pour dire quelle est la situation des droits des femmes au Canada. Donc, le gouvernement canadien a dû déposer un rapport qui touche tous les aspects du traité. Donc, ça va être sur l'emploi, sur l'accès à la santé, sur les violences faites aux femmes, l'accès à des postes de direction, l'accès aux centres de garderie.
C'est vraiment des domaines très divers, mais toujours reliés aux femmes. Donc, le 16 octobre a eu lieu, le 16 octobre 2024 a eu lieu la journée d'examen du Canada par ce comité-là, où le Canada, pendant une journée complète, a dû rendre des comptes auprès du comité, a dû présenter l'état des droits de la femme au Canada, et le comité a pu poser toutes les questions qu'il avait. En amont de cette journée-là, le comité demande aussi aux organisations du pays de déposer des mémoires. Donc les OBNL, les organismes, les associations peuvent déposer des mémoires assez courts sur des thèmes précis en disant, certes, le Canada a déposé un rapport, mais nous, on voudrait parler de ce sujet-là qui, on estime, n'a pas eu suffisamment d'avancement. Donc, dans ce cadre-là, la FEAS a déposé un mémoire rédigé par Hélène Cornelier, Pas d'égalité entre les hommes et les femmes sans reconnaissance du travail non rémunéré. Le mémoire est aussi disponible sur le site de la FEAS, si vous voulez le lire. Donc, dans ce mémoire-là, la FEAS s'est véritablement concentrée sur le travail invisible. Nous étions notamment le seul organisme québécois sur place et nous étions un des seuls organismes à parler du travail non rémunéré des femmes. Dans ce mémoire-là, la FEAS a fait plusieurs recommandations au comité. Il y a eu tout d'abord une recommandation liée à la mise en place de l'analyse comparative différenciée selon les sexes pour pouvoir mettre en œuvre des mesures et valoriser le travail invisible. Donc, cette analyse-là, en fait, c'est être capable de dire et de reconnaître que suivant la réalité des femmes, le travail invisible ne va pas prendre les mêmes formes. Donc, une femme québécoise francophone n'aura pas la même réalité qu'une femme francophone minoritaire dans le Yukon ou qu'une femme autochtone ou qu'une femme handicapée. Donc, c'est être capable de prendre ça en compte dans la mise en œuvre de mesures. L'autre élément, c'est reconnaître officiellement la journée du travail invisible. Puis la comptabilisation économique, donc pouvoir intégrer le travail invisible dans le PIB au Canada tous les 5 ans. Et enfin, mettre en place des mesures de soutien, que ce soit des mesures fiscales, économiques, sociales, pour enfin reconnaître et valoriser le travail invisible. Donc, donc en dessous, vous avez toute la délégation d'organismes canadiens qui se sont déplacés aux Nations Unies. Donc, ces recommandations-là, c'est les recommandations que la FEAS estime comme étant essentielles pour pouvoir reconnaître et valoriser, qui sont des recommandations qui sont tout à fait légitimes, sur lesquelles la FEAS travaille depuis des années. Ces recommandations-là, nous les avons présentées spécifiquement aux membres du comité. Nous leur avons remis des résumés. Nous avons parlé avec les membres du comité des Nations Unies en leur disant que nous étions inquiètes sur la situation et le manque de reconnaissance du travail invisible. Suite à ces discussions-là et suite à la journée du Canada, le comité a émis ses propres recommandations. Donc, c'est un long document d'une 25 pages qui est aussi disponible sur le site des Nations Unies, mais qui peut être un peu long à lire, on va dire. Mais je veux Un peu lourd à lire. simplement vous mentionner une recommandation qui s'applique directement, qui est directement liée au travail invisible, ce qui est la première fois puisque lors des derniers rapports du Canada, il n'y avait aucune mention du travail invisible et du travail non rémunéré des femmes. Donc cette fois-ci, la recommandation du comité, c'est effectivement de garantir un soutien social aux femmes, d'être capable d'évaluer l'impact du travail invisible et que le travail invisible peut avoir sur des cycles de pauvreté envers les femmes, et enfin de mettre en place des politiques pour réduire cette charge-là. Il y a d'autres recommandations qui peuvent être liées, même si elles ne mentionnent pas directement le travail non rémunéré, mais il y a notamment eu des recommandations sur le fait de garantir que le programme de garderie soit véritablement accessible, et non pas uniquement accessible au niveau économique, mais aussi accessible
à toutes les femmes, donc que ce soit des femmes en milieu rural, que ce soit les femmes francophones, les femmes autochtones. Donc il y a eu beaucoup de recommandations qui petit à petit rajoutent du poids sur le gouvernement, qui petit à petit mentionnent le travail invisible et demandent une véritable reconnaissance de la part du gouvernement. Donc voilà notre tour d'horizon des Nations Unies. Mais je voudrais simplement terminer sur le fait que le travail invisible, c'est véritablement un enjeu dans le monde entier. Donc c'est un enjeu au Québec, c'est un enjeu aux États-Unis, en Amérique latine, en France, au Royaume-Uni, en Espagne. Donc c'est un sujet qu'on aborde vraiment dans le monde entier. C'est pour ça que la FEAS et que la coalition commence à prendre des liens aussi avec des organismes qui sont basés en dehors du Canada, notamment en Europe avec la Fédération européenne des femmes actives en famille, qui milite depuis des années pour une reconnaissance des femmes au foyer, des femmes s'occupant de leurs enfants au foyer. Donc nous ne sommes pas seuls et petit à petit, la FEAS fait de plus en plus entendre sa voix, que ce soit au Québec, au Canada, mais aussi à l'étranger. Donc voilà, c'était... Excellent. Emma, j'ai adoré. Tu nous as ouvert plusieurs choses. Tu nous as fait connaître un peu plus ce qui s'est passé dans les derniers mois et même les derniers 25 ans, là, pour revenir justement en 2001. Et ce que j'aimerais savoir de toi, c'est quand tu avais rencontré le secteur privé. Oui, Je suis bien curieux puis dubitatif de comment ça s'est présenté, parce que dans le secteur privé, on parle souvent de productivité. Et yes. la productivité au travail, c'est une chose, la productivité à la maison, c'en est une autre. Et comment ils s'approchent ça, eux? Parce que souvent, on va dire, il faut être plus flexible dans les horaires. Il faut être plus flexible peut-être au niveau aussi des salaires, parce qu'il faut aller chercher l'égalité salariale. Bien sûr. Donc, il y a plusieurs choses qui doivent se mettre en place pour eux. Puis, ils n'ont pas nécessairement, si on parle d'une grosse entreprise, ils ont un peu plus les moyens avec un département de ressources humaines et autres. Mais quand on parle d'entreprise un peu plus petite, un peu plus difficile. Est-ce que tu as eu des échos là-dessus? Comment ça se passe? Ou tu as juste entendu parler parce que tu as parlé juste à quelques personnes qui représentent certains secteurs là, économiques, mais ce n'était pas nécessairement des chefs et chefs d'entreprise là, qui étaient avec toi, là? C'est une très bonne question. C'est vrai que sur le moment, en abordant le travail du sujet du travail invisible, si on commence simplement à l'expliquer d'ailleurs à toute personne uniquement en secteur privé, on pense que c'est uniquement un enjeu social et malheureusement, les enjeux sociaux sont souvent mis de côté ou ignorés. Mhm. Sauf que le travail invisible n'est pas seulement un enjeu social, c'est aussi un enjeu économique et politique. Parce que la non-reconnaissance de ce travail-là et la non-valorisation de ce travail-là, c'est aussi dire que des femmes qui souhaiteraient être plus disponibles sur le marché du travail ne le sont pas, parce qu'elles n'en ont tout simplement pas la possibilité, puisqu'il y a un manque de place en garderie, donc forcément, il faut diminuer le nombre d'heures pour être davantage à la maison, puisque des fois, les horaires de travail ne sont pas adaptables quand on a des enfants en bas âge, donc forcément, on n'a pas le choix. Donc, c'est aussi dire que pouvoir améliorer le quotidien des femmes effectuant un travail invisible, c'est aussi pouvoir leur permettre de davantage entrer sur le marché du travail, de davantage entrer sur des postes à responsabilité, puisque aussi le manque de reconnaissance du travail invisible, c'est aussi un frein pour que les femmes puissent accéder à ces postes de responsabilité. Donc c'est vrai que pour l'instant, les entreprises que nous avons abordées, ceux qui ont été le plus intéressés sont souvent des femmes, même quasiment que des femmes. OK. Oui, je pense que c'est absolument une surprise pour personne ici. Non. Mais donc, il y a déjà eu un intérêt sur l'idée de dire oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des horaires qui soient adaptés. Mais la route va être très longue. Il y a des discussions qui commencent à être amorcées, comme tu le disais, dans des gros organismes. Donc, par exemple, nous avons discuté avec RBC qui commence à amorcer des discussions, des réflexions autour de ça. Mais c'est vrai que c'est très ponctuel. Donc, mais aussi, le but, c'est de pouvoir travailler avec les petites entreprises qui, eux Mhm. aussi, on ne pense pas toujours,
mais ont des fois plus de flexibilité, puisqu'il y a moins besoin de cases et qui peuvent s'adapter plus facilement aux réalités de leurs employés. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'entamer ces discussions pour voir quelle est la marge de manœuvre. Donc on en est vraiment au tout début de ces discussions-là. Les discussions vont être très longues, mais en tout cas, il y a un intérêt qui est certain. Sûrement. Parce que là, il faut absolument aller voir, j'imagine, les chambres de commerce. En approchant Exactement. les chambres de commerce, on va aller voir les entreprises un peu plus directement avec les décideurs de ces entreprises-là. Exactement. Et est-ce que, au niveau du gouvernement, est-ce que vous avez eu aussi, est-ce qu'il y avait des représentants de la fonction publique? Est-ce qu'il y avait des gens qui pouvaient dire, ben, comment ça fonctionne en fonction publique? Est-ce que c'est plus souple que dans le privé? J'imagine que oui, mais à quelle limite, je ne sais pas. Dans la fonction publique, en général, oui, c'est plus souple. Il y a déjà des aménagements qui sont mis en place. Et d'ailleurs, c'est déjà des bons modèles parfois pour voir comment Mhm. est-ce que ça fonctionne. Donc oui, il y a aussi des choses qui peuvent être modifiées, mais il y a déjà une flexibilité qui est présente et qui malheureusement n'existe pas encore dans le secteur privé. Exact. C'est plus simple un peu dans le public, mais au privé, Oui, exactement. c'est pas la mentalité des choses. Puis il y a aussi, ben, il faut rembourser nos banquiers, il faut rembourser. Donc, il y a des prérogatives quand même importantes que le public n'a pas nécessairement. Exactement, mais ça n'empêche pas que dans le public, il puisse aussi y avoir un petit peu plus de flexibilité, que les femmes travaillant dans le public soient quand même affectées et qu'elles soient aussi affectées par des difficultés, des fois de gravir certains échelons, d'accéder à certains postes qui demandent plus de temps et plus de disponibilité au travail qu'elles n'ont pas toujours à certains moments de leur carrière. Donc OK. il y a quand même certaines choses aussi à mettre en place. Pour ce qui est des. Tu as parlé aussi dernièrement ici de la CDEF, la présentation que vous avez faite au mois d'octobre. Ça ne sera Oui, pas bien long pour les questions, désolé. Je vais juste faire ma finalisation, puis je vous laisse la place bientôt. Et pour ce qui est de la CDEF, vous dites qu'il y a un dépôt, il doit y avoir un rapport. Euh, le Canada a fait son rapport. oui. Euh, Est-ce que le Canada, qui avait quand même un gouvernement libéral, donc qui se disait beaucoup plus féministe dernièrement, est-ce que c'est plus vanté de ses points forts, mais quand il s'agissait de demander de toucher les points faibles, est-ce qu'il y avait une certaine écoute? Est-ce que tu as eu l'impression qu'il y avait une écoute quand vous avez parlé par la suite? Euh, Comment dire? Le Canada est un excellent élève quand il s'agit de faire des rapports détaillés. Euh, c'est un rapport, il y a des choses indéniables qui ont été faites, qui ont été mises en avant par le gouvernement. Mais une des choses qui a été notamment reprochée par le comité est le manque de travail entre le gouvernement et les organisations travaillant sur le terrain. Donc, par exemple, la FEAS. Et c'est notamment une chose qui est reprochée depuis plusieurs années, que le comité a mis en lumière en disant il y a besoin de cette écoute justement. Les organismes travaillent directement sur le terrain, sont en général spécialistes de leur sujet, et il y a tout à gagner que le gouvernement travaille et nous écoute et écoute nos recommandations, écoute nos demandes et que nous puissions mettre en place des choses ensemble. Donc c'est vrai que c'est un élément sur lequel tous les organismes qui se sont déplacés à Genève, et la FAS y compris, c'est quelque chose sur lequel nous avons mis l'emphase auprès du comité, c'est justement ce manque de travail en commun et qui malheureusement est essentiel si on veut pouvoir arriver à des politiques et à des mesures qui sont efficaces et qui sont réalistes. Donc oui, je pense qu'on a un progrès à faire de ce côté-là, qu'il y a un travail très long à faire de ce côté-là, au niveau de l'écoute et du travail conjoint. Exact, parce que là, on travaille un peu en silo, chacun de notre côté. Exactement. Et là, malheureusement, ça ne fait pas un front commun assez fort. C'est un début de front commun, comme vous êtes en train d'établir, mais ça va prendre beaucoup plus de coordination et de travail entre eux. Et l'autre question que j'avais, c'était aussi au niveau des provinces. Parce que les provinces, Oui, c'est territoire, parce qu'il y a un territoire, le Yukon. oui, Ils n'ont pas les mêmes défis. On avait parlé cette semaine, on s'est rencontrés un peu avant pour préparer la rencontre.
Justement, au Yukon, j'étais comme surpris que le Yukon avait décidé de participer. Est-ce que tu peux me décrire un peu pourquoi ils se sont décidés de participer, le Yukon? Bien sûr. Donc, le groupe que nous avons dans le Yukon, Les Essentiels, c'est un groupe de femmes francophones qui militent depuis des années pour les droits des femmes francophones en situation minoritaire dans le Yukon. Puisque, en fait, le Yukon a énormément de personnes francophones. Une des choses avec lesquelles j'avais parlé, une des choses desquelles on avait discuté avec Les Essentiels, c'était notamment le manque de place en garderie francophone. À Whitehorse, il y a uniquement une seule garderie francophone qui forcément est très rapidement saturée. Et donc, les autres femmes francophones de Whitehorse, une fois que cette garderie est pleine, n'ont pas d'autres options que de garder leurs enfants chez elles ou de trouver des options privées qui, des fois, sont beaucoup plus onéreuses. Donc, les femmes francophones du Yukon sont aussi directement touchées de façon très spécifique par le travail invisible. Donc elles ont été intéressées. Mais on a aussi des organismes de femmes autochtones du Yukon avec qui nous sommes en discussion, puisque ce sont aussi d'autres réalités que nous connaissons pas et qui sont essentielles à prendre en compte dans le projet, puisque le but du projet est de n'avoir aucune œillère, ou en tout cas le moins possible. Et donc c'est pour ça. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'être capable de discuter avec des organismes qui sont de l'autre côté du pays, qui ont des réalités complètement différentes des nôtres, puisque ça nous permet aussi de comprendre le travail invisible d'une autre façon et de le comprendre de façon auquel on n'aurait pas pensé potentiellement immédiatement. Oui, parce qu'on a quand même aussi des Autochtones ici au Québec. Oui, Il va falloir probablement à un moment donné les approcher s'ils venaient bien travailler sûr, avec nous, qui représentent justement des réalités, eux, qui vivent souvent plus au nord. et Et, bien sûr, c'est un peu les défis, j'imagine, qui doivent ressembler au Yukon là, en tant que tel, oui, là, avec certaines différences, bien sûr. Il y a toujours des différences en fonction des endroits et de la communauté, parce qu'ils n'ont pas nécessairement. On dit bien, c'est les Premières Nations, donc ils n'ont pas tous les mêmes non. objectifs, buts et besoins non plus. Exactement, suivant les traditions, la réalité change énormément. Suivant là où elles sont basées, ça change énormément aussi. Toutes les réalités sont extrêmement différentes. Exact. Dans le comité, est-ce qu'il y a une association pour les femmes handicapées? Pour l'instant, non. Nous sommes en discussion avec des organismes, mais pour l'instant, non. OK, parce que c'est une chose qui manque énormément. Bien sûr. Il y a pour les femmes immigrantes, ça, j'ai remarqué qu'il y en a une. Mais oui, le Conseil économique des femmes travaille aussi avec les femmes immigrantes. OK. Donc c'est pour ça, et le Conseil économique des femmes est basé en Colombie-Britannique, mais a une portée et a des projets qui se mettent en place sur l'ensemble du Canada. Donc qui touchent des femmes qui sont pas uniquement en Colombie-Britannique. OK. Il y avait juste pour bientôt, je finis bientôt, mesdames, c'est tout à sa place. Il y avait parce qu'il y a le comité national, pays, là, au niveau Canada, Oui. et le comité québécois. Qu'est-ce qui se passe avec le CIAVTI Oui, là-dessus? Est-ce qu'on continue à travailler important? Parce que là-dedans, il y a d'autres comités différents, je crois. Là. en fait, de ce comité-là, on a des membres qui nous rejoignent petit à petit dans le la coalition nationale. Donc OK. les agricultrices qui étaient déjà là, d'autres organismes que je ne citerai pour l'instant pas puisque nous sommes encore en discussion, mais qui seront annoncés bientôt. Et en fait, pour l'instant, le travail du comité est à l'arrêt, dans le sens où c'est un projet triennal et c'est surtout que le manifeste a été déposé. Nous attendons les réponses du gouvernement québécois. OK. Mais voilà, c'est toujours, en fait, ça reste un comité avec lesquels, tous les organismes avec lesquels nous avons des contacts et avec lesquels la FEAS continue de collaborer au sein du Québec. Mais voilà. Mais pour l'instant, c'est la coalition qui essaye de grandir tout en incluant le travail qu'a déjà fait le comité, qui est un travail exceptionnel, qui a construit des outils qui sont, si vous ne les connaissez pas encore, vous avez des vidéos, vous avez des guides, vous avez le manifeste, qui sont des outils qui sont vraiment particulièrement intéressants. Donc voilà, la coalition vraiment prend ses racines de ce comité-là. Donc, OK. Fait que les racines sont là. Malheureusement, pour ce qui est du comité provincial, c'est un peu plus une forme de pause. Oui, Parce qu'il faut attendre aussi après le gouvernement, mais il y a aussi. Est-ce qu'il y a un manque un peu de.
pas de désintérêt, mais un peu le manque d'enthousiasme, peut-être? Est-ce que c'est ça qui manque, peut-être, au niveau provincial? Étonnamment, non, puisqu'on a Non? quand même beaucoup de partenaires qui travaillent, je pense au CIAFT, on a Oxfam Québec, qui continuent de travailler sur les sujets liés au travail invisible. Et c'est pour ça que tous ces organismes sont aussi continuent d'être des partenaires de la FEAS. OK. Mais simplement, le comité est en pause pour l'instant, OK. Mais est-ce qu'il y a, ben, j'imagine aussi un manque de fonds toujours. et un manque de main-d'œuvre. Toujours. Alors, parfait. Lynn, est-ce que tu veux prendre l'animation pour ce qui est des questions? Je te laisse là-dessus. Parfait. Ben, on Et peut y merci, aller Emma. On se revient plus tard. dans l'ordre d'apparition. Donc, Mariette. Bonjour. Jean-François, tout à l'heure, tu as demandé s'il y avait quelqu'un qui connaissait la CEDEF. Ben oui, moi je connais la CEDEF pour avoir eu à me documenter en préparation de mémoire ou d'intervention. Le constat à cette époque-là, parce que je parle d'il y a plus, plus de 20 ans, mettons, ça a été que pendant plusieurs années, le Canada était considéré comme un très mauvais élève, il ne faisait même pas ses rapports. Alors, c'était assez difficile, on n'avait pas d'écoute, ben on le sait, avec Statistique Canada, on avait fait des gains, puis après ça, on a perdu des choses. Alors, ça aidait pas à faire des rapports, mais je pense que ça va rester, en tout cas, c'est quelque chose qui va rester à surveiller avec le gouvernement pour ça, parce que c'est bien sûr que les rapports, ben, tu cherches à donner une bonne image de toi-même. Et des organismes comme le nôtre, je pense qu'on est là pour dire attention, il y a un bémol ici. Alors, je pense que ça va être important. Maintenant, quand on parle des entreprises, de faire connaître les entreprises, euh, je sais pour avoir lu certains articles à un moment donné de compagnies qui ont fait des accommodements de toutes sortes pour conserver des employés. Euh, Ils se sont rendus compte que c'était payant. Alors, je pense qu'il y a toujours la corde des gains qui peuvent être faits parce que si tes employés se sentent soutenus et encouragés, ben, ça va même améliorer la production et non la diminuer. Là-dessus, il commence à y avoir des études. Alors, je pense que c'est peut-être jouer sur la pointe du portefeuille dans dans ce cas-là. Puis, je me souviens d'avoir un texte qui était mon Dieu, ah, là, le nom m'échappe, mais c'était un organisme international au niveau des finances et qui disait que, il y avait des avantages à avoir un bon système de garderie pour les entreprises. Les entreprises bénéficiaient lorsqu'il y avait de bons systèmes de garderie à ce niveau-là. Puis c'est pas quelque chose de récent, là. Comme je le dis, là, ça date d'il y a une vingtaine d'années. Alors, je pense que il y a peut-être d'essayer de trouver ce qu'il faut pour faire cette démonstration-là, qu'il y a des gains pour tout le monde quand on supporte les femmes et les familles, parce qu'il n'y a pas juste le fait de s'occuper des enfants, il y a aussi de plus en plus, et ça, les gens sont conscients, c'est le fait des rôles avec comme proche aidant. Alors, ça, c'est peut-être quelque chose. J'imagine que vous avez déjà ça dans vos cartons parce que comme je connais Hélène Cornelier, ça doit déjà être dans les cartons, mais je le souligne quand même. Merci. En fait, c'était mon commentaire, puis je suis très, très contente de ce que tu nous présentes
aujourd'hui, est-ce qu'on va avoir accès à ton PowerPoint? Bien Moi, je sûr, je suis pas capable de retenir tout ce que tu as dit là. je comprends. Bien sûr, je peux l'envoyer à peut-être Jean-François si après tu veux t'occuper de Oui, le pas de transférer problème. à tout le monde. Ben, tu me l'as envoyé hier et Oui, je vais c'est vrai. regarder, puis je vais pouvoir l'envoyer sans problème à tous les gens qui sont intéressés. Là, ça va me faire plaisir. Oui, Mais puis le résumé de Jean-François était aussi Intéressant. intéressant. Là, c'est sûr, c'est un survol, mais quand même, les grandes lignes, là, c'est intéressant aussi. Alors, merci. mm, je veux simplement revenir sur ce que Mariette vient de dire, qui sont des points euh, extrêmement pertinents. Effectivement, le Canada est un bon élève depuis très récemment sur sa remise de rapport auprès des Nations Unies. OK. Et le fait de devoir être prudent et de devoir surveiller, c'est un enjeu qui est essentiel pour tous les organismes au Canada aujourd'hui. Et bien qu'il y ait des recommandations qui aient été émises par les Nations Unies, ça reste des recommandations et des observations et non pas des obligations. Donc, ce sont des choses sur lesquelles nous sommes très prudents et avec lesquelles nous essayons d'avoir et sur lesquelles nous essayons d'avoir des discussions avec le gouvernement, puisque notre but, c'est que ces recommandations-là deviennent des mesures et soient véritablement mises en place et ne soient pas un rapport qui est simplement laissé au fond d'un tiroir quelque part dans un ministère. Donc, c'est pour ça que nous voulons absolument travailler avec le gouvernement et que nous continuons de prendre des contacts au sein du gouvernement, au sein du ministère, pour pouvoir voir comment nous pouvons travailler ensemble pour mettre en place toutes ces recommandations-là. Parfait, merci Emma. Jessica, vous avez une question? Oui. Et moi, j'ai une question à te poser. Euh, ici, au Québec, travailles-tu avec les regroupements nationaux féministes, avec, aussi le temps FAQ, la FAC, ça trouvait, euh, c'est les, c'est les femmes, c'est les femmes autochtones Du euh, Québec. du Québec. Ça serait cool parce que moi, je suis dans un ton regroupement. Non. Moi, je suis dans deux regroupements nationaux Mhm. euh, au Québec. J'aimerais ça travailler avec toi, mais en mon nom personnel, j'aimerais ça travailler avec toi à, à la coalition. Comment que je fais pour rentrer en contact avec toi puis travailler avec toi à la coalition, genre? Alors, c'est une très bonne question sur les regroupements les regroupements de femmes et les regroupements d'organisations. Donc, la FEAS travaille notamment, par exemple, avec le G13, qui OK. regroupe beaucoup d'organismes aujourd'hui au Québec. On a vraiment des accords, la FEA spécifiquement, avec beaucoup d'organismes québécois. Les femmes autochtones du Québec, c'est un groupe avec lequel justement nous avons eu des premières discussions pour pouvoir voir comment est-ce qu'elles pourraient nous rejoindre et avec comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble. Donc c'est un excellent point. Ce que je peux faire aussi, c'est que je peux laisser mon adresse courriel si quelqu'un veut plus d'informations sur le travail invisible, sur le projet de coalition, ou Jessica, si jamais vous voulez qu'on en discute davantage, bah, je serais ravie qu'on puisse discuter. Donc, je peux vous laisser mon adresse courriel en, dans le clavardage. OK. Parfait, merci Jessica. Voilà. Sylvie? Moi, j'ai deux questions, deux commentaires, si je peux dire. Euh, J'étais dans mon travail, j'étais vérificatrice fiscale, puis j'allais souvent dans des PME. Et ce que j'ai constaté, souvent, c'est Madame va faire la comptabilité, mais Madame, en plus de ne pas être payée, elle n'est même pas considérée comme bénévole.
Ça a beaucoup d'impact dans le sens que si madame se blesse, madame a quoi que ce soit, ben, elle n'est pas couverte par moi, j'ai encore l'ancien terme, la CSST. Oui, Est-ce qu'il y a moyen de faire des pressions sur la CSST pour qu'elle change la formulation, qu'elle menace de mettre une amende? Tu sais, même si je sais qu'on n'a pas les moyens d'aller faire de la vérification, juste le fait bien sûr. qu'on va lire qu'il y a une amende, qu'il y a quelque chose, ben peut-être qu'on va dire, OK, madame est bénévole. Au moins, elle va être couverte dans ça. Puis il y a quand même une certaine comptabilisation des bénévoles au niveau du PIB, ben on apparaîtra en quelque part. Bien Parce sûr. que là, c'est vraiment, madame a fait la comptabilité, monsieur connaît rien. Puis j'en ai vu plein là, de compagnies comme ça dans des petites entreprises. Mon deuxième point, puis c'est le point que je reviens tout le temps dans presque toutes mes affaires, c'est l'éducation. Je m'excuse. Comment qu'on peut faire pour aller éduquer les jeunes à dire que c'est la charge mentale, la charge de travail, le travail invisible, bien, s'il est partagé par les deux dans un couple, si c'est partagé par tout le monde, bien, ça ne deviendra plus vraiment une charge. Je veux dire, élever des enfants quand tu es deux, quand tu as la chance d'être deux, parce que ça ne donne pas à tout le monde, ben, c'est pas juste à la femme de tout faire, puis c'est pas juste, tu sais, de partage des tâches, de l'éducation. Est-ce qu'on fait des pressions en tant qu'affaires là-dessus? Je dis la femme, mais je veux dire, je connais des situations où c'est l'homme qui a toute la charge, puis la femme ne fait rien, mais majoritairement, on sait que c'est les femmes, là. Donc, y a-t-il moyen d'aller faire de l'éducation là-dessus? Parce que si on veut changer quelque chose, on a beau faire toutes les lois, à moins de mettre des pénalités comme je suggère là, pour la CSST, mais pour aller éduquer, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Deux excellentes questions, remarques. C'est vrai qu'il y a un gros problème de statut, un manque de reconnaissance de statut de beaucoup de femmes qui travaillent, qui travaillent en tant que bénévoles, mais qui n'est même pas reconnu comme bénévole. Donc ça s'applique dans les PME, ça s'applique aussi auprès des agriculteurs et des agricultrices qui font un travail qui n'est jamais reconnu, jamais déclaré. Donc c'est toujours le problème de qu'est-ce qui se passe en cas de blessure. Donc c'est vrai qu'on a un travail à faire au niveau du statut. Et c'est quelque chose sur lequel on commence à réfléchir. Est-ce qu'il y a des statuts qui pourraient être créés? Quel genre de reconnaissance de statut il faudrait qu'il soit créé pour éviter de pénaliser les femmes? Donc c'est un excellent point. C'est quelque chose de très longue haleine, malheureusement. Mais oui, c'est définitivement quelque chose sur lequel la FEAS réfléchit. C'est d'ailleurs comme ça que la FEAS a commencé. C'était sur le travail des femmes dans les entreprises familiales, qui est souvent le cas dans des PME. Donc malheureusement, je n'ai pas encore de réponse à apporter. J'espère que peut-être d'ici un an, on aura déjà davantage de réponses et davantage de pistes de réflexion sur ce sujet-là. Malheureusement, actuellement, on n'a pas encore de réponse sur ça. Mais c'est un excellent point sur lequel on va continuer de réfléchir et de travailler. Concernant le deuxième élément sur l'éducation des jeunes, c'est vrai que c'est un de nos enjeux, que ce soit à la FEAS et à la coalition, c'est d'être capable de toucher les jeunes. Donc récemment, ce que la FEAS a commencé à faire, c'est de contacter les cégeps, de contacter les universités pour pouvoir participer à leur foire, pour pouvoir participer à avoir des kiosques et pouvoir échanger avec les étudiants. Donc Isabelle Cloutier, qui travaille pour la vie associative, que je pense que vous connaissez déjà bien, s'est notamment déplacée en début mars dans un cégep à Montréal avec d'autres organismes, a eu un stand pour la FEAS, a pu échanger avec des jeunes sur le travail de la FEAS, sur l'importance du travail invisible, comment eux aussi étaient aujourd'hui impactés par le travail invisible, comment est-ce qu'ils pourraient être impactés et l'importance de cette reconnaissance-là. Donc petit à petit, on essaye de créer des liens avec nos cégeps et avec nos universités, parce que c'est un premier pas pour pouvoir commencer à toucher des publics plus jeunes. Parfait, merci. Sylvie? Oui, bonjour.
Moi, je vous entends depuis tantôt parler de jeunes femmes, de mères de famille, de la charge mentale, mais les femmes québécoises vieillissantes sont aussi des charges mentales, puis ont aussi le travail invisible, puis on n'entend jamais parler dans vos discours, peu importe avec quelle personne qui nous parle là, du provincial. Vous parlez beaucoup des jeunes, vous parlez beaucoup des nations, des ethnies, puis c'est bien correct de les inclure, mais de peut-être pas nous oublier, nous autres, les personnes un peu plus âgées, parce qu'on en fait beaucoup, beaucoup du travail invisible. Ne serait-ce que Mariette qui s'occupe de son époux, il y en a plein, je peux en nommer plein, là, mais on n'est pas représenté. On dirait que les Québécoises sont comme oubliées dans tout ça. On n'est pas sur des photos, on n'est pas sur des PowerPoint, on est comme à nulle part. C'est Fait que un c'est à très ça. bon point. Merci beaucoup. Justement, un des éléments qui a été mentionné pendant notre événement et sur les discussions de sensibilisation, c'était justement le côté intergénérationnel du travail invisible, que toutes les générations étaient affectées par le travail invisible. Et notamment, donc nous avions une de nos panélistes était une statisticienne de Statistique Canada qui travaille beaucoup sur les questions des générations sandwich, des personnes aussi devant faire de la proche-aidance, pas uniquement pour leurs parents, mais pour leurs conjoints. Donc, c'est aussi des discussions que nous avons commencé à aborder et c'est quelque chose qu'on veut continuer de développer, toutes ces notions-là, toutes ces idées-là, de dire que le travail invisible, effectivement, on a tendance à en parler comme étant le fait de s'occuper de ses enfants, comme le fait quand on est encore jeune, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est intergénérationnel, que Oui, c'est c'est quelque ça, chose. mais juste de ne pas nous oublier, nous Bien autres, les sûr, personnes un peu plus âgées dans vos discours au provincial. Puis surtout, on fait aussi partie des nations, les Québécoises, puis oui, on aimerait ça être représentés en tant que Québécoises aussi. Merci bien beaucoup. sûr. Merci Sylvie. Et il y a Denise. Oui, je vois qu'on travaille en intersectionnalité, c'est très bien, mais si on veut faire un grand bond, je dirais qu'il faut aller chercher la masse. Donc, il faut travailler avec les associations où il y a beaucoup de monde, comme la FADOC, ça Oui, représenterait effectivement les aînés. Il faut aller travailler aussi avec les syndicats, oui, euh, parce que si on travaille seulement avec les associations qui représentent l'intersectionnalité, donc les personnes qui sont en marge de la société, on risque de prendre encore des décennies avant d'arriver à des résultats. Et dans le contexte actuel où on vient de perdre le ministère de la Condition féminine, c'était pas le nom, là, mais bon, est-ce qu'avec le nouveau gouvernement, ça sera corrigé? Je ne sais pas. On sait qu'on vit une crise économique avec des menaces de nos voisins et le contexte international n'est pas rassurant non plus. Donc, la mobilisation de toute la population à tous les niveaux est comme une urgence si on veut faire un grand bond, là. Donc, moi, j'aimerais savoir ce que la FEAS prévoit. Je comprends que vous comptez sur les associations, mais la permanence, c'est quoi le plan de travail de la permanence pour arriver rapidement à des résultats? Là, avez-vous un plan de match là, avec des échéanciers, des objectifs très précis, des noms d'associations à contacter là, rapidement? Parce que la sensibilisation va passer par les médias, nécessairement, toutes les formes de médias. Donc, si nous, au plan local, on sait sur quoi travailler, où mettre nos pions, on sûr. peut aussi vous aider à faire le travail au plan provincial. Bien sûr. Donc ce sont des excellents points. Donc effectivement, sur le fait de toucher le groupe et la masse, c'est notre but. Et pour l'instant, on a parlé d'intersectionnalité, mais ça ne veut pas dire que les organismes présents dans la coalition sont uniquement des organismes intersectionnels. Nous avons aussi des organismes qui sont intéressés, avec lesquels nous sommes en discussion, qui sont de gros organismes, qui travaillent avec toutes les populations, qui travaillent sur l'ensemble du Canada et pas uniquement sur un territoire ou une province donnée.
Donc effectivement, l'importance de toucher le groupe, il est de plus en plus présent. J'aime beaucoup votre idée des syndicats, parce que c'est notamment les discussions que nous avons actuellement avec la coalition, d'être capable d'entamer ces discussions-là avec les syndicats. Au niveau du plan de match de la FEAS, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais nous avons un nouveau responsable des relations publiques et politiques, Mario Abou Saïd, qui nous a rejoint, qui est notamment en train de préparer le plan médiatique et le plan politique à venir, notamment lié avec les élections. Et ce plan-là pourra vous être présenté, j'en suis sûre, une fois qu'il sera abouti, qu'il sera fini, puisque le but, c'est que tout ce qui est fait au provincial, toutes les informations arrivent au local, puisqu'on a besoin d'être capable de travailler ensemble et de travailler et que tout le monde soit au courant de ce qui se passe, puisqu'il faut que la communication soit commune, que le travail soit commun et que la sensibilisation soit faite sur un plan. Donc à ce niveau-là, ça, il y a un plan qui pourra être présenté, mais je laisserai mon collègue Mario s'en occuper et vous le présenter en temps et en heure. Pour ce qui est de travailler avec les organismes, oui, le provincial cherche justement à ne plus travailler uniquement avec de petits organismes ou avec des organismes intersectionnaux, mais à travailler avec des organismes beaucoup plus gros, qui ne soient pas uniquement dans le milieu féministe non plus, puisqu'il y a aussi des organismes qui touchent davantage la masse et qui font un travail remarquable, qui ne sont pas à strictement parler féministes, mais qui font un travail remarquable et qui ont des valeurs qui s'appliquent complètement aux valeurs de la FEAS. Donc notre but, c'est aussi de pouvoir travailler avec ces organismes-là, de travailler avec des écosystèmes qui soient en dehors des écosystèmes simplement organisationnels et de pouvoir travailler maintenant avec des institutions. J'aimerais ajouter dans votre plan de concertation, il est majeur. Donc, pour concerter, ça prend soit un sommet, soit un colloque où on réunit par secteur, c'est-à-dire le communautaire, les femmes en entreprise, les grandes entreprises, vous me voyez là, le secteur Ouais. financier, où on travaille dans un premier lieu avec chacun de ces corridors-là, mais ensuite, il faut les mettre ensemble pour développer un projet de société en lien avec notre dossier du travail invisible, parce que c'est Ouais. tout un changement sociétal là, qu'on propose. C'est Oui, seulement ça que je voulais ajouter. merci beaucoup d'avoir ajouté ça. C'est effectivement aussi le but dans les événements qu'organise la coalition et la FEAS, c'est de pouvoir réunir justement ces groupes et ces secteurs-là avec lesquels nous avons des discussions individuelles, mais de pouvoir permettre qu'il y ait des discussions communes et collectives qui se créent. C'est vrai que pour être tout à fait honnête, c'est un travail qui est long et compliqué puisque le sujet est méconnu ou encore trop méconnu dans certains. Donc, il y a un travail d'éducation qui se fait en amont de cet événement-là et des prochains à venir. Mais oui, je suis tout à fait d'accord sur l'importance d'être capable de réunir ces secteurs. Un petit point, on est en période où il faut vraiment recruter. Je trouve que le sujet est un excellent sujet pour en arriver à faire du recrutement. Et c'est pour ça que je pense que c'est la priorité de l'année. Oui, c'est exactement, je pense que vous lisez dans nos pensées, mais c'est exactement une de nos priorités. La priorité, c'est d'être capable de recruter et d'être capable nous avons des sujets actuellement, nous sommes en période d'élection, et nous avons des sujets qui sont des sujets éminemment politiques, qui sont des sujets de campagne, qui sont des sujets d'élection. Donc notre but, c'est aussi de pouvoir recruter à travers ces sujets-là et de montrer le travail que la FEAS fait et que la FEAS est toujours et a toujours été un organisme qui est présent et qui continuera d'être présent sur la scène politique, sur le bien-être et sur l'autonomisation des femmes. Donc, plus nous serons nombreuses, plus nous aurons une force de frappe importante. Donc, nombreuses en termes individuels, mais aussi Oui, en termes d'organismes de soutien qui nous appuient.
tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Denise. Jean-François? Oui, juste un peu pour t'aider un peu, Emma, là-dessus, sur la réponse. Pour l'approche aidance, tu as eu une rencontre cette semaine à Québec avec Ruba. Je ne sais pas Oui, s'il y a des choses qui sont sorties de ça. Et il y avait aussi, avec Mme Laprise qui vient de parler, je trouvais ça intéressant. Je t'avais posé la question cette semaine. Là, il y a eu une rencontre à Ottawa le 20 mars. Est-ce qu'on a l'intention d'en faire au niveau provincial? Là, c'est sûr, c'est une question de sous, de temps, mais je pense que ça serait intéressant aussi si on l'a fait au niveau provincial. On pourrait aller chercher des forces de rencontre, un genre de mini-sommet avant un grand sommet éventuel. Là. Ça, je pense que ça serait bon. Est-ce que tu peux développer un peu là-dessus, s'il te plaît, Emma? bien sûr. Donc, concernant la rencontre, donc Mario, donc le nouveau responsable des relations publiques et politiques, Rouba, directrice générale, et moi sommes à Québec pour les journées de l'appui sur l'approche aidance qui sont organisées tous les 2 ans, il me semble. Donc, ce sont 2 jours de conférences réunissant quasiment 400 participants, tous soit des organismes, soit des proches aidants, venant de partout au Québec. Et donc, ça a été 2 jours de discussion sur l'approche aidance, sur comment accompagner les proches aidants, l'importance justement de pouvoir valoriser ce travail de proche aidance-là, qui est souvent tu. Et donc, ça a été 2 jours très, très intéressants où la FEAS a notamment pu discuter avec de nombreux organismes et qu'elle connaissait déjà, mais aussi des nouveaux organismes qui ne connaissaient pas le travail de la FEAS. Donc, il y a eu beaucoup de rencontres et de discussions qui, nous l'espérons, vont aboutir à des collaborations qui vont être très intéressantes. Et à propos de l'événement, oui, c'est vrai que l'événement que nous avons organisé jusqu'à présent est un événement qui s'est déroulé au niveau fédéral, mais oui, notre but, c'est de continuer. De toute façon, le travail de la FEAS au niveau provincial sur le travail invisible ne s'arrête pas uniquement parce que nous avons une coalition nationale. La FEAS, en priorité, c'est une organisation aussi qui est québécoise. Et le travail de la FEAS repose majoritairement au Québec. Donc, c'est vrai que la FEAS continuera toujours de militer et de travailler au palier provincial pour les questions du travail invisible. C'est un très bon élément sur le fait d'avoir un second événement ou un pré-événement québécois. C'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place, ou en tout cas pouvoir mettre en place davantage d'ateliers et d'événements au cours de l'année sur les questions liées au travail invisible. La forme que ces événements-là ou ateliers-là vont prendre, on n'en est pas encore tout à fait sûr, ils sont encore en cours de travail. Mais de toute façon, vous serez informés dans les infolettres, pour celles et ceux qui sont sur Facebook, Instagram ou LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Mais oui, l'infolettre va petit à petit continuer de diffuser des informations liées à la coalition, mais aussi sur le travail invisible au Québec. Merci. Merci, Mariette. Oui, moi, j'aimerais savoir parce que là, je vois le temps passer, puis je me dis, bon, j'ai quelque chose d'un peu plus pratico-pratique. Est-ce qu'on va recevoir quelque chose pour ben, une plateforme électorale, dans le fond, pour aller, parce que là, les élections, ça s'en vient vite, là. Ils ont mis ça très court cette fois-ci, puis on avait l'habitude, à chaque élection, d'envoyer à tous les candidats, ben, en tout cas, nous ici, à tous les candidats, la plateforme de la FEAS avec les revendications. Alors, est-ce qu'on va recevoir quelque chose de ce genre-là prochainement pour pouvoir intervenir auprès de nos candidats? Parce que là, à date, ce que j'entends, tous les dossiers de conditions féminines sont passés dans, je sais pas où, dans l'atmosphère, je sais pas où, là. On n'en entend pas parler. Puis, ça reste que, comme tu mentionnais, notre valeur dans le PIB, là, euh, je pense que ça mériterait qu'il ne nous oublie pas.
Alors, je me demandais si on va avoir ça. Puis ma deuxième chose que je voulais dire, ça n'a pas rapport du tout, c'est, je reviens un petit peu sur ce que Sylvie a dit, où effectivement, il y a tout le travail invisible qui n'est pas suffisamment supporté du côté des aînés. J'en vois, il y a des régions où il y a plus de support, il y en a d'autres régions où il y en a moins et c'est quand même, dans certains cas, des charges très lourdes. L'autre point, par contre, c'est au niveau de l'intergénérationnel. À Laval, au fil des années, on a abordé beaucoup d'aspects. Et un des aspects qu'on a abordé, mais qu'en fin de compte, on est tombé sur une soirée de verglas, fait que ça avait plus trop, on n'a pas eu trop de monde, mais c'était le travail invisible des jeunes. Et ça va dans les deux sens. C'est que tu as les grands-parents qui s'occupent des petits-enfants parce que les deux parents travaillent, mais tu as dans certains cas les petits-enfants Enfant. qui aident le parent ou les grands-parents. Puis on oublie de parler aussi de cet aspect-là. Ben, on commence à en parler, mais c'est quand même différents aspects au niveau de l'intergénérationnel. C'est très, très vaste aussi comme dossier. Mais je reviens alors pour la plateforme. Quelle est ta réponse? Oui, pour la plateforme, Hélène et Mario ont travaillé toute cette fin de semaine sur la plateforme que vous allez recevoir très rapidement. OK. Donc, je ne sais pas si elle est déjà mise en ligne d'ailleurs. Si ce n'est pas encore le cas, ce sera fait lundi matin. Donc, la plateforme électorale est prête et elle sera disponible soit aujourd'hui, soit lundi matin sur le site de la FEAS. OK. Bon, alors, et puis Hélène a travaillé là-dessus aussi. Oui. Oh, elle a de l'expérience dans les plateformes. Oui, 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 ça, c'est indéniable. Donc oui, elle a travaillé avec Mario, ils ont fait ça ensemble pour préparer la plateforme le plus rapidement possible. On va pouvoir envoyer ça à nos candidats et aux médias ouais, Exactement. rapidement. OK, merci. Non, Ok, avec merci, plaisir. Maria. J'aimerais, parce que le temps file, peut-être passer la parole à Stéphanie. Stéphanie Préparé, est-ce que tu es parmi nous? Oui, Oui. je ne sais pas où j'apparais dans votre écran. Bonjour. Ben, merci. Je voudrais prendre le temps quand même là, de remercier énormément Emma puis Jean-François. Mon nom, c'est Stéphanie Pimparé. Comme Lynn le mentionnait, je suis présidente de la FEAS de Laval. Donc, c'est en partenariat là, avec la FEAS de la Chute que la journée d'aujourd'hui a été organisée. Je suis vraiment désolée d'avoir manqué le début de la conférence. En fait, je voulais quand même là, prendre le temps aussi de parler de quelques exemples, en fait, des positions de la FEAS liées au travail invisible qui ont été votées au Congrès au cours des années, prendre le temps de revenir un petit peu là-dessus. On a notamment, au niveau des aidantes et des aidants, des demandes, en fait, de crédit d'impôt, un revenu minimum, soit une assurance autonomie, puis qui est en place des études des meilleures pratiques à l'international pour l'établissement d'un système d'aide aux aidants qui serait plus efficace. Donc ça a été voté en août 2014. On a également la demande d'élimination du critère d'âge pour la personne aidée depuis une position depuis août 2017. La majoration du seuil de revenu de la personne aidée pour permettre à plus d'aidants d'obtenir les crédits d'impôt. Ça aussi, c'est une proposition en fait depuis août 2017. C'est ça. Donc, toutes ces positions-là sont dans le but d'essayer d'éviter parce que vu que c'est la majorité de femmes qui sont au niveau de la proche aidance, ben, c'est d'éviter qu'il y ait plus de pauvreté qui se crée parce qu'elles laissent leur emploi pour s'occuper d'une personne aidée. Il y a aussi eu des positions au niveau de certaines modifications de loi. Donc, au niveau de la prestation de compassion, donc, on voulait qu'il élimine le terme risque de décès. Donc,
pour pas que la personne prenne un congé sans solde juste parce que ne rencontre pas les critères. Il y a aussi l'harmonisation des critères d'admissibilité de la loi sur les normes du travail et de l'assurance-emploi pour être éligible justement au congé de compassion. L'harmonisation des définitions de proche aidant de la loi sur les normes du travail et de l'assurance-emploi pour être éligible à nouveau au congé de compassion. Considération du travail au foyer fait auprès des enfants de moins de 7 ans. Donc, s'il n'y a pas de service de garderie, donc à ce moment-là, la personne prend la décision de rester à la maison, que ce soit reconnu. Il y a certaines de ces positions-là qui datent, mais qui sont encore à l'actualité. Il y a aussi la modification des crédits d'impôt non remboursables, de frais de garde ou de proche aidance qu'on demande que soit transformé en crédit d'impôt remboursable. Oui. On demande aussi là, une reconnaissance du travail invisible par l'inclusion de la valeur du travail au foyer au produit national brut. Donc, que ce soit comptabilisé. Un ajout d'une catégorie travailleuses-travailleurs au foyer, au formulaire de recensement. Puis, une inclusion des heures consacrées au bénévolat au formulaire de recensement également. Donc, c'est quelques positions là, en fait, de la FEAS au travers des années. Ça fait plusieurs années qu'on est sur le dossier du travail invisible. Donc, avant de vous laisser, je voudrais prendre le temps quand même de vous inviter s'il y avait des membres présentes qui avaient des activités à venir, qui aimeraient parler de leurs prochaines activités et tout. Donc, vous êtes la bienvenue. Là, vous pouvez lever la main puis nous présenter les prochaines activités de vos affaires. Il y avait Mme Matt qui voulait faire une présentation. Oui, parfait. Oui, merci. Merci de me donner l'occasion de vous inviter chaleureusement, mesdames et Jean-François, bien entendu, à la prochaine conférence qui va se tenir le mardi 1er avril. Alors, nous avons une présentation l'après-midi à 13h30 jusqu'à 15h et une autre en soirée, le 9 avril, à partir de 18h30 jusqu'à 20h. Alors, juste pour vous titiller un petit peu là, le sujet qui est la liberté. Souvent, on confond la liberté avec l'individualisme. Alors, pour accélérer puis ne pas prolonger indûment la rencontre, je vais vous lire le texte avec lequel je vais présenter Caroline. Caroline Minault, elle est professeure depuis 18 ans au Cégep de Sainte-Foy, donc à Québec. Et bien sûr, lors de sa présentation, je vais vous donner là, tout ce qu'elle fait là, depuis une vingtaine d'années. Alors, elle va nous proposer une réflexion qui est fort éclairante sur cette quête universelle qui est la liberté. En croisant la philosophie et les sciences cognitives, elle nous présentera les mécanismes invisibles qui façonnent nos choix, nos désirs et nos aspirations. Elle nous invitera également à revisiter les normes qu'on internalise, les stratégies d'évitement, les différents conditionnements. Enfin, elle présentera ce en quoi réside notre meilleure chance d'être libre. Donc, vous êtes tous, et bien sûr Jean-François, invités là, à participer soit le 1er janvier ou le 9 avril prochain. Alors, le lien est déjà connu, l'hyperlien pour vous connecter. Alors, si toutefois vous êtes intéressé, bien n'hésitez pas à m'en faire part, puis je pourrai vous le faire suivre là, sans problème. Merci. Bonne journée. Merci. Merci, Diane. Est-ce qu'il y avait d'autres afférences qui voudraient présenter des activités? Non, je ne vois pas de main levée. C'est tranquille. Oui, c'est ça. Donc, écoutez, je vois là, dans le chat qu'on demande les présentations PowerPoint, on demande l'enregistrement de la rencontre aujourd'hui. Veuillez noter que l'enregistrement sera disponible très bientôt sur la chaîne YouTube de la Féance La Chute. On pourra vous partager le lien à ce moment-là de YouTube là, pour que vous puissiez revoir cette rencontre-là et peut-être la partager avec vos membres. Je pense que le sujet était fort intéressant et Emma, on compte un petit peu sur toi là, pour peut-être nous faire des suivis sur les évolutions qui vont survenir dans les prochains mois.
Ça sera fait. Alors, un grand merci, Emma, de ta participation. Diane, oui, Oui, juste pour une minute ou deux, Emma, il y a un message ou un commentaire de Josiane. Puis je serais fort intéressée à connaître ta réflexion sur son commentaire qui est dans un contexte géopolitique, entre autres. Quel serait le plan d'action ou votre réflexion là, par rapport à ça? Là? Je prends juste le commentaire. OK. Pour sécurité des demandes des femmes. En fait, j'imagine qu'on est plusieurs à être préoccupés aussi par ce qui se passe Oui, chez nos voisins du Sud. La je montée pense de qu'on ouais. est tous préoccupés de voir ce qui se passe chez nos voisins du Sud, mais aussi ailleurs. Hmm. De voir que dans le gouvernement temporaire, nous n'avons pas de ministère femmes et égalité des genres, ou en tout cas pas de ministre officiel femmes et égalité des genres. C'est effectivement, je pense, un moment qui est critique, qui va être critique pour beaucoup d'organismes et qui est un moment qui est critique pour beaucoup de droits. C'est aussi un moment qui peut être essentiel pour du changement. C'est un moment que plus que jamais, on a besoin d'avoir un discours commun, d'être capable de unir nos forces et effectivement, comme le dit le message de Josiane, surtout ne pas abdiquer. Donc je pense que la première chose qui reste à faire, de toute façon, c'est d'attendre nos élections canadiennes, de voir nos résultats et de savoir en même temps que la FEAS, comme tous les organismes, continue de se regrouper, de continuer de travailler, de créer des tables de travail, de continuer de toucher de plus en plus d'organes et que nous n'allons absolument pas baisser les bras. C'est vrai que c'est un moment de beaucoup d'incertitudes et qu'il est difficile de prévoir quoi que ce soit tant que nous n'avons pas eu les résultats des élections, tant que nous n'avons pas les premiers mois, que nous n'avons pas les résultats de quels ministères seront nommés après les élections. On espère bien évidemment que Femmes et Égalité des genres récupérera un ministre dédié, ou en tout cas une ministre dédiée à ce dossier-là, et non pas simplement un secrétariat d'État ou un sous-ministre. Mais oui, donc malheureusement, j'aimerais pouvoir apporter un message avec beaucoup plus d'informations, mais à part dire que nous n'avons pas prévu de baisser les bras et que dans tous les cas, nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement, quel que soit le gouvernement. Nous modifierons nos façons de travailler, bien évidemment, mais dans tous les cas, nous essaierons de travailler avec le gouvernement, puisque nous avons une mission et nous avons des buts qui sont trop importants pour les mettre de côté pendant quelques années. Donc, nous trouverons un moyen, quel qu'il soit. C'est pour ça que notamment nous avons engagé Mario aussi. Nous trouverons un moyen de parler avec la presse, nous trouverons un moyen d'engager avec nos politiciens, avec nos députés et feront en sorte que les paroles des femmes de la FEA continuent d'être écoutées. Merci, Emma. Puis peut-être ne pas oublier qu'il y aura une marche mondiale des femmes en octobre. Bien sûr, bien sûr. Ça serait très important qu'on y participe, même si c'est peut-être pas à Québec, mais il va peut-être y avoir des organisations locales, mais de participer, d'être présente et présent parce que je pense que ça va quand même, ça va être couvert par les médias et ça sera un moyen de pression en fait. Oui, je vais prendre un dernier commentaire parce qu'on a vraiment atteint notre limite. Donc, Jean-François. Juste une chose, deux petites choses. Pour la présentation, vous pouvez l'envoyer à AFEAS, la chute, en un seul mot, en commercial, outlook.com. Je vais pouvoir vous envoyer la présentation de Emma et peut-être la mienne aussi si vous voulez la voir. Et deuxième chose, pour la Marche mondiale des femmes, ça serait très intéressant que ce soit à Québec. Je sais que Mme Matt, elle travaille très fort là-dessus. Il y a un gros comité qui travaille fort là-dessus. Ce serait intéressant qu'on puisse se mettre ensemble. S'il faut louer un autobus ou je ne sais pas quoi, mais qu'on puisse aller à Québec pour aller faire la marche ensemble en plus grand nombre à un seul endroit. Ben, pour un complément d'information, la marche va se
naturellement, la marche est prévue le samedi 18 octobre. C'est une date qui est déterminée, officielle, et elle sera une boucle de 2 km environ, entre 2 et 3 km. On essaie d'éviter les côtes, les dénivellations, bien sûr, mais tout sera prévu. Si, il y a une nécessité d'une navette ou quoi que ce soit, il y aura aussi de l'animation devant le Parlement, donc devant l'Assemblée nationale. Et bien sûr, vous comprendrez qu'il y a toute une logistique aussi avec les autobus et tout ça. Donc, grosso modo, on attend presque 10 000 personnes et on souhaite vraiment pour célébrer la 6e édition de cette marche mondiale-là, que ce soit un événement festif, historique et que la FEAS soit bien représentée et qu'entre nous, on puisse se rappeler qu'on était toutes présentes avec, bien sûr, nos camarades, avec peut-être nos familles, nos filles, même nos garçons. Alors, vous êtes toutes et tous invités. Merci. Merci, Diane. Puis merci d'organiser cet événement. Josiane? Moi, je donne une formation le 9 avril sur le travail invisible et la charge mentale. Est-ce que je peux me servir un petit peu de ce dont vous avez parlé aujourd'hui, aussi bien Jean-François que Emma à travers, parce que moi, je prends sur le recul, mais là, il y a quand même des notifications différentes aujourd'hui, un peu plus d'informations sur la cause des femmes. Est-ce que je peux me servir? J'ai pris beaucoup de notes, là, mais je ne veux pas faire du plagiat. Bien. Il n'y a aucun plagiat, ben, Josiane, tu peux la prendre, ça va faire plaisir. Évidemment, si jamais vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fera plaisir de vous en donner. C'est parfait, que je devrais avoir quand même, à date, je pense qu'on a une entre 25 et 30 dames. On aimerait bien en avoir 45 parce que la salle ne peut pas en contenir plus, mais si ça peut se faire, tant mieux. Ça permet la communication, puis ça permet aussi l'ouverture d'esprit à certaines personnes qui pensent qu'on est un petit peu dans le déni avec le peu d'avancement dans le fond de nos revendications. Mais la politique, c'est ça. Merci, Josiane. Alors, un grand merci, Emma, Jean-François, pour l'animation aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié le sujet. Je pense qu'on a beaucoup de travail sur la planche pour faire reconnaître le travail invisible. Merci à vous toutes personnes présentes, aux participantes. Et n'hésitez pas à consulter les pages Facebook des Affaires de Laval, Affaires de la Chute pour voir nos activités. Évidemment, si vous n'êtes pas déjà membre, peut-être aller faire un petit j'aime sur la page de l'AFEAS elle-même parce qu'il y a beaucoup de communication qui passe sur les activités des différentes AFEAS à travers le Québec sur la page Facebook de l'AFEAS et aussi dans le calendrier du site web de l'AFEAS. Je pense qu'ici, nous sommes tous et toutes des membres, mais si ce n'est pas le cas et que vous avez un intérêt, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous donner de l'information. Et eh bien, j'ai encore des commentaires. Josiane, est-ce que c'est le même commentaire que tout à l'heure? Oui, c'est le même. Oui, parfait. Denise, pardon. Moi, je veux vous remercier pour la présentation de ce matin. C'est une très belle, bonne initiative. Et ce serait intéressant et très utile. Je crois que les AFEAS régionales et toutes les AFEAS au Québec reçoivent le PowerPoint ou le lien pour regarder, entendre la conférence parce que c'est notre dossier majeur, puis c'est important que tous nos membres soient au courant de tout le travail qui est fait présentement et qui est quand même priorisé. Merci. C'est un bon point, puis on pourra peut-être partager le lien avec, je pense que c'est Isabelle, peut-être qu'elle pourrait communiquer l'information à partir de l'infolette, peut-être, ou au courriel qu'elle envoie aux présidentes. Donc, effectivement, bonne idée. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de dimanche. Je sais que c'est une journée un petit peu plus pluvieuse, mais bon, je vous remercie de votre participation et je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir, bon dimanche, bonne semaine. Merci. Bonne journée. Au revoir.
Bye. Merci, Emma. Merci à vous.